Si vous étiez pris en chasse par un robot tueur capable de penser comme un humain, que feriez-vous? Cette poupée grandeur nature est sur le point de devenir une tueuse violente, et personne ne pourra l'arrêter. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le robot maléfique dans Megan. Ces créateurs de jouets vont regretter d'avoir travaillé ici. La brune Gemma et sa collègue Tess se disputent pour savoir si elles doivent montrer leur toute nouvelle création avant ou après son achèvement. Leur autre collègue, Cole, entre pour livrer un visage artificiel qu'il fixe sur le prototype de poupée, un robot à l'apparence humaine qui fonctionne parfaitement. Cole passe en revue les différentes émotions de la poupée et il la regarde afficher une expression faciale appropriée. Mais la femme les arrête après avoir remarqué que l'une des expressions du robot semble choquante. L'homme s'approche pour essayer d'enlever la peau et il lutte pour retirer le masque quand il réalise que leur patron David et son assistant Kurt sont sur le point d'entrer à l'intérieur. La collègue de Gemma leur ouvre la porte et David entre en trompe dans le labo exigeant de savoir ce qu'ils font avec cette nouvelle création. Il est furieux qu'elle ait gaspillé de l'argent pour ce prototype au lieu de construire un nouveau produit abordable pour battre leurs concurrents. Gemma insiste sur le fait qu'ils doivent conserver leurs produits complexes justement pour rester en tête de la compétition. Et elle demande qu'il leur donne du temps pour développer l'androïde Megan afin de montrer ce dont il est vraiment capable. C'est alors qu'elle ordonne au robot de saluer David. Et il répond gentiment bonjour avant de s'éteindre brusquement. Gemma insiste sur le fait que c'est facilement réparable. Mais Cole avoue qu'il a oublié d'insérer une des pièces. Soudain, la tête du robot explose sous leurs yeux, et le patron lui demande de faire son travail et de se débarrasser de l'androïde pour lui donner ce qu'il a demandé. Ce soir-là, Gemma se rend à l'hôpital où sa nièce Cathy a été hospitalisée à la suite d'un horrible accident. Ses parents sont morts dans l'accident, et Gemma a obtenu la garde temporaire de la jeune fille. Elle signe le document qui fait officiellement de la femme la tutrice de Cathy. Mais ça va devenir sa plus grosse erreur. Ok, Gemma est une bourreau de travail obsédée par l'idée de faire de la poupée animatronique une réalité. Elle n'est pas vraiment équipée pour s'occuper de sa nièce après la mort tragique des parents de la petite fille. Mais elle a pris ses responsabilités, même si son travail est son principal centre d'intérêt dans la vie. Elle fait des expériences et passe outre les directives de son patron, même s'il lui a clairement donné l'ordre de travailler sur autre chose. Elle n'arrive pas à abandonner l'idée de cette poupée à intelligence artificielle effrayante, et son obsession va bientôt essayer de les tuer toutes les deux. Si c'était moi et que j'étais son patron, plutôt que de la laisser continuer à utiliser ses heures de travail pour recréer la fiancée de Chucky, je licencierais Gemma sur le champ. Pour commencer, Gemma ne peut pas faire ce qu'elle fait. Son patron lui a donné des instructions claires sur ce qu'elle devait faire, et elle n'en tient absolument pas compte. Elle utilise l'argent de l'entreprise pour financer un projet qui n'a même pas été approuvé. Et il est insensé qu'elle n'ait pas été réprimandée. Même si ce type ne semble pas avoir beaucoup d'autorité puisqu'il ne construit pas la technologie, si Gemma n'obtempère pas, il s'agit clairement d'un motif de licenciement. Elle est peut-être capable de développer la technologie qui permettra de créer des jouets, mais si elle ne progresse même pas dans ce pourquoi elle a été engagée, il n'y a aucune raison de la garder à son poste alors qu'elle utilise les ressources de l'entreprise pour financer son obsession. Ensuite, Gemma travaille dans une usine de jouets dont le produit le plus populaire est un Furby qui fait caca. En 2023, nous disposons déjà d'une technologie qui va bien au-delà de cette capacité. Il ne devrait donc pas être trop difficile de trouver quelqu'un d'autre capable de faire ce travail. Et se débarrasser de Gemma ne va pas faire reculer les objectifs de l'entreprise. Gemma ne devrait pas non plus être autorisée à être la conceptrice principale de cette poupée IA. La création d'une telle poupée dépasse largement ses compétences. Et sans quelqu'un de plus expérimenté pour l'aider à superviser le projet, elle ne peut que tout gâcher. Même les robots militaires les plus avancés n'ont pas les mêmes capacités que Gemma cherche à intégrer dans cette poupée. Dire qu'elle est un peu dépassée par les événements est un euphémisme. La technologie qu'elle cherche à développer n'est pas financée depuis plusieurs années par des millions, voire des milliards de dollars. Et investir de l'argent dans cette technologie relève de l'utopie. En tant que chef, je devrais considérer que Gemma a perdu la tête et qu'elle s'est enivrée d'ambition. Mais ce n'est pas ce que fait son patron. Et tout le monde autour d'elle va bientôt le regretter. Arrivée chez sa tante, la petite fille regarde par la fenêtre et elle est terrifiée quand un chien apparaît à la fenêtre de la voiture en aboyant. Gemma gronde sa voisine pour avoir encore laissé son chien en liberté. Et celle-ci s'excuse en précisant qu'elle vient d'acheter un collier anti-fugue. C'est alors qu'elle demande des nouvelles de Cathy. Mais Gemma ignore la question, lui disant de surveiller son chien et d'éviter de pulvériser des produits chimiques de son côté de la pelouse. Elles entrent dans la maison de la tante et entendent son assistant virtuel annoncer qu'elle a plusieurs messages sans réponse. La femme s'excuse pour cette entrée maladroite et elle laisse Cathy se mettre à l'aise. En regardant autour d'elle, la nièce inspecte quelques jouets décoratifs, quand sa tante l'arrête, insistant sur le fait qu'il s'agit de pièces de collection rares et qu'elle ne peut pas jouer avec. Montrant à Cathy sa nouvelle chambre, elle s'assoit et évoque la mort de ses parents, l'assurant qu'elle est prête à faire tout son possible pour qu'elle se sente chez elle. Elle se relève et Cathy demande à sa tante de lui lire une histoire pour enfants avant de se coucher. C'est la première fois qu'elle fait tout ça et Gemma ne sait pas comment réagir. Le lendemain matin, elle appelle sa collègue Tess et lui avoue qu'elle ne peut plus supporter la pression en plus d'avoir Cathy avec elle. Elle doit rapidement préparer le prototype de l'animal de compagnie, faute de quoi elle sera poursuivie pour avoir gaspillé les fonds de l'entreprise. Sa collègue insiste pour qu'elle se concentre sur l'enfant, mais c'est alors que Gemma entend frapper à la porte. En ouvrant, elle voit sa thérapeute Lydia et elle l'accueille à l'intérieur.
Elle entre dans le salon, se présente à Cathy et informe Gemma qu'elle va devoir les observer pendant une demi-heure. La tante ne veut pas avoir l'air méchante et elle laisse la jeune fille jouer avec l'un de ses objets de collection. Mais elle s'énerve parce que sa nièce ne joue pas correctement avec le jouet. Il est clair que cette femme a des problèmes et, à la fin de la séance, la thérapeute demande à Gemma si elle veut vraiment avoir la garde de la petite fille. Les grands-parents de Cathy ont déjà proposé de l'élever, mais la femme insiste sur le fait que c'est ce qu'elle veut. La thérapeute comprend, mais elle avertit la femme qu'elle doit s'adapter rapidement à sa nouvelle situation de vie si elle veut continuer à être la tutrice de Cathy. Ce soir-là, la femme est devant son ordinateur quand Cathy l'interrompt pour lui montrer un dessin inachevé qu'elle a fait. Gemma lui révèle qu'elle a travaillé sur quelque chose de similaire. Elle lui montre le prototype de l'animal et lui demande son avis. La nièce ignore la question et se tourne vers cet énorme robot pour lui demander ce que c'est. Gemma lui explique qu'il s'agit d'un robot qu'elle a conçu à l'université et qui s'appelle Bruce. Et elle donne à Cathy l'occasion de parler avec sa création. Elle enfile des gants pour activer la machine et montrer ce qu'elle peut faire. Mais la petite fille demande comment le robot fonctionne. Après l'avoir désactivé, la tante montre tous les composants complexes placés dans la tête de Bruce. Mais elle révèle que le modèle lui-même est trop cher pour être produit en série. Stupéfaite, Cathy lui dit qu'elle n'aurait plus jamais besoin d'aucun autre jouet si elle possédait un Bruce. Et ça donne à la tante une idée astucieuse. Quelques jours plus tard, dans l'entreprise de jouets, les collègues de Gemma font leur présentation à leur patron. Et ils voient la femme amener sa nièce devant ce robot de taille humaine. Elle demande à la petite fille de placer ses doigts sur la main du robot, afin d'être identifiée comme sa principale utilisatrice. Quand Cathy dit bonjour à la poupée, celle-ci se réveille soudainement. Le robot se présente sous le nom de Megan. Et elle lui demande si elle veut passer du temps avec elle. C'est alors que le robot s'éloigne et s'assoit sans effort à cette table. Cathy la rejoint et lui demande ce qu'elle va dessiner. Le robot dessine rapidement quelque chose sur une feuille de papier vierge. Elle le pousse vers l'avant, mais renverse accidentellement un verre d'eau. Déçu, David soupire, mais il s'aperçoit alors que le robot a dessiné un incroyable portrait de la petite fille en quelques secondes. David est choqué de voir ce dont le robot est capable, et il mentionne qu'ils devront faire valider ce produit par le président. S'ils parviennent à faire jouer le fils de l'homme avec le robot, il est certain qu'il donnera son feu vert. David est persuadé qu'il s'agit là de leur plus gros coup, mais il ne se doute pas que Megan est sur le point de se transformer en un désastre assoiffé de sang. Ok, ça n'a absolument aucun sens. Si quelqu'un dans cette entreprise savait vraiment comment fonctionnent les robots et l'intelligence artificielle, il se rendrait compte que cette poupée est probablement possédée par l'esprit d'un fantôme maléfique, et il flipperait comme un fou. Pour être honnête, si c'était moi à leur place, je voudrais la démonter au cas où elle serait possédée par le diable. Mais au lieu de faire ça, j'essaierais de vendre cette chose au gouvernement plutôt que de la garder et d'en faire mon problème. Les sommes d'argent et les financements qui seront nécessaires pour que Megan existe me rendraient riche au-delà de mes rêves les plus fous. Et si je gardais le projet secret et trouvais un autre acheteur lucratif, je serais à mi-chemin de Bora Bora avec ma nièce avant que quiconque ne se rende compte que Megan est un problème sérieux. La technologie derrière Megan est un peu floue, mais d'après ce que nous savons de la réalité, pour qu'elle existe, il est probable qu'elle soit une combinaison d'intelligence artificielle et de robotique. À l'heure actuelle, nous disposons de la technologie nécessaire pour créer des chatbots d'IA tels que ChatGPT, qui est la combinaison d'un chatbot et d'un moteur de recherche capable de répondre à des questions et de communiquer avec l'utilisateur en temps réel. Cette technologie est suffisamment efficace pour que les utilisateurs soient parfois confus, voire convaincus qu'ils parlent à un être sensible, capable de penser et de prendre des décisions. Mais le plus gros problème pour que Megan fonctionne dans la réalité, c'est l'élément robotique. Même le robot militaire le plus sophistiqué ne pourrait pas peindre un portrait aussi élaboré en moins de 5 secondes. Il existe des robots capables de peindre, mais la seule idée que quelqu'un puisse être convaincu qu'un de ces robots puisse être créé est déjà insensée. Pour que Megan existe, il faudrait un miracle. Et ça intéresserait certainement des acheteurs en dehors de l'industrie du jouet. Produire en masse des Megan pour les enfants serait un cauchemar, parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient mal tourner. En plus, nous savons déjà que cette entreprise de jouets aime réduire les coûts de fabrication de ses produits. Ça signifie que David est sur le point de prendre ce véritable petit miracle et de le produire en masse en utilisant de la merde. Il n'y a absolument aucune chance que ça fonctionne, et quelque chose va forcément mal se passer. Même si les fonctions d'IA de Megan fonctionnaient au mieux de leur capacité et ne consistaient qu'à jouer avec l'enfant avec lequel elle est jumelée, cette entreprise va avoir un tas de procès sur les bras, parce qu'il n'y a aucune chance que Megan n'explose pas complètement sur un enfant vu qu'elle sera fabriquée avec des pièces bon marché. Avant d'essayer de me lancer seule et de vendre Megan, je convaincrai David que la société devrait se développer dans un autre secteur du marché, en se concentrant sur les outils militaires et les consommateurs adultes. Il est tellement motivé par l'argent, et il y a tellement plus d'argent dans ces secteurs que ça devrait être facile à faire. Il n'y a aucune chance que ce truc ne tue pas un gosse une fois qu'il en aura fabriqué un qui ne devrait même pas fonctionner vu la réduction de coûts. D'autant plus qu'on sait que les voitures autonomes et la technologie de reconnaissance faciale font des erreurs tout le temps, et qu'un enfant peut être tué par quelque chose d'aussi insignifiant qu'un jouet Lego. C'est la recette d'un désastre. Et il devrait être facile de convaincre David qu'il existe de meilleures options commerciales pour éloigner cette chose de moi et de ma nièce. La dernière chose que Gemma doit faire avant d'envoyer Megan rejoindre l'armée est d'installer un coupe-circuit en cas de conscience de soi. Ça signifie que dans le cas où Megan se réveillerait un jour et acquérait une conscience, il y aurait déjà un codage de précaution pour qu'elle s'éteigne.
La machine n'aurait donc jamais la possibilité d'accéder à une technologie qui lui permettrait de passer outre l'intervention humaine. Gemma présente les différentes caractéristiques de Megan en détaillant ses composants qui permettent au robot de s'adapter pleinement à son utilisateur principal, en apprenant à jouer avec l'enfant et en faisant gagner aux parents un temps précieux qui peut être utilisé à d'autres fins. Au fil des jours, la machine continue de garder Cathy à la place de Gemma, lui donnant des instructions de base et devenant peu à peu plus une amie qu'un simple jouet. Gemma met la dernière main à sa présentation, la répétant devant ses collègues. Elle reproche à Tess d'être restée silencieuse, et la jeune femme admet qu'elle pensait qu'il créait un outil pour soutenir les parents et non pour les remplacer. Gemma lui dit qu'elles devront trouver un bon équilibre une fois que la présentation a été envoyée, mentionnant que Cathy n'a pas été plus heureuse qu'avec Megan depuis la mort de ses parents. Soudain, le robot se met en marche et demande ce qui est arrivé aux parents de la petite fille. Ça choque tous ceux qui pensaient qu'il était éteint. Gemma tente de l'éteindre, mais c'est alors que l'androïde détaille l'événement exact au cours duquel les parents de Cathy ont été tués. La tante se rend compte qu'elle est toujours liée à la petite fille. Gemma demande au robot de respecter le protocole concernant les demandes de données. Megan lui dit qu'elle n'a pas de cadre pour parler de la mort avec Cathy, et elle se met soudain à télécharger des données sous leurs yeux, saisissant immédiatement le concept. La tante décide d'éviter d'aborder le sujet, lui rappelant que le but de Megan est de protéger Cathy physiquement et émotionnellement. Et elle lui demande si elle a reçu la commande de données. S'arrêtant un instant, le robot informe Gemma qu'elle est désormais son deuxième utilisateur principal, et elle lui permet de l'éteindre. Le lendemain, Megan observe sa partenaire qui s'amuse dans le jardin. Cathy lui demande de l'aider à retrouver une de ses flèches qu'elle a perdue, et le robot analyse son environnement. Il trouve la fléchette dans le jardin de la voisine et Megan s'approche pour la ramasser, quand soudain, sa main est brutalement attrapée par le chien. Cathy se précipite pour l'aider alors que le chien continue à attaquer sa nouvelle amie, et elle plonge sa main pour arrêter le chien de la voisine. Mais elle est mordue à son tour. Elle hurle de douleur alors que Gemma entend ce qui se passe, et elle se précipite dehors. Elle crie sur sa voisine pour avoir encore laissé son chien sortir, menaçant de faire abattre l'animal si elle ne fait rien. C'est alors que Megan l'informe que Cathy a pris de la température et que sa blessure doit être désinfectée. La voisine accuse Gemma d'être responsable de l'incident, et alors que Megan la regarde d'un air effrayant, elle comprend que le robot va se venger. Ce soir-là, Gemma parle de l'incident avec un officier de police qui l'informe qu'elle est dans l'erreur et que le chien ne peut pas être abattu légalement. Megan les observe de l'intérieur de la maison, surveillant attentivement l'état de Cathy. Plus tard dans la nuit, le chien de la voisine entend une voix de l'autre côté de la clôture qui ressemble exactement à celle de sa maîtresse. Il se précipite pour voir où se trouve la dame âgée, mais se fait tirer par l'ouverture et tué par Megan. Ça fait une victime de moins et il en reste 8. Le lendemain matin, Gemma se réveille et entend sa voisine faire une scène dehors, appelant bruyamment son chien. Elle se rend dans la chambre de Cathy et la réveille pour vérifier l'état de la jeune fille. Megan l'interrompt, lui rappelant de prendre ses antibiotiques et de boire de l'eau, en insistant sur le fait qu'elle a besoin de plus de repos. Gemma informe la jeune fille qu'elles ont une démonstration aujourd'hui, et elle lui demande si elle est assez en forme pour la faire. Cathy accepte de l'aider, tandis que Megan les regarde avec un regard assassin. Au siège de la société de jouets, David présente le tout nouveau jouet Megan aux investisseurs potentiels, expliquant que ce jouet est différent des autres et qu'il agit comme un véritable enfant humain. C'est alors que la poupée entre dans la salle d'observation. Et elle salue Cathy en lui demandant de l'aider à faire une décoration florale avec seulement du papier coloré et un élastique. Soudain, la fillette se met à pleurer sous le regard de l'équipe qui craint que leur présentation ne soit gâchée. Cathy explique qu'elle est triste de se réveiller dans une maison sans ses parents et qu'elle craint de les oublier un jour. Megan s'assoit à côté de la petite fille et lui demande de se remémorer quelques souvenirs qu'elle a d'eux ensemble. Cathy se souvient d'une fois où sa mère a trouvé un cafard dans son sac d'école qui est monté le long de son poignet et s'est enfui de la maison. Megan l'informe qu'elle se souviendra de ce souvenir pour elle et qu'elle le stocke dans sa base de données. Les observateurs entendent le robot rejouer l'enregistrement de ce que la jeune fille vient de dire. Et Megan insiste pour que Cathy lui fasse part d'autres souvenirs qu'elle souhaiterait conserver. Puis, elle lui chante une chanson émouvante qui surprend l'équipe et ses investisseurs. La présentation est un succès, mais ils vont bientôt se rendre compte que c'est une très mauvaise idée. Ok, Megan devient de plus en plus avancée à chaque seconde. Et même si ça semble être une bonne chose puisque son comportement a impressionné les investisseurs et apaisé Cathy, toute cette situation se dirige vers un désastre. Et la disparition du chien de la voisine est un signe clair que Megan commence à devenir dangereuse. Gemma ne fait pas attention au fait que Cathy soit trop attachée à cette poupée. Et si elle ne commence pas à s'occuper un peu plus de son rôle de parent, cette poupée va devenir une gardienne surprotectrice version robot de l'enfer. En fin de compte, tout ce qui se passe se résume au fait que Gemma est une horrible tutrice. Non seulement elle utilise Megan pour apaiser Cathy, mais elle utilise Cathy pour vendre Megan. Toute cette situation est totalement foireuse, et la thérapeute aurait dû retirer Cathy à Gemma pour qu'elle aille vivre avec ses grands-parents. Comme elle ne l'a pas fait, Megan devient de plus en plus un problème. Si c'était moi, je serais plus attentive, et je remarquerais que le fait que le chien disparaisse justement après avoir blessé Cathy doit avoir un lien clair avec Megan, dont le but est de protéger Cathy. Actuellement, la poupée apprend à toute vitesse, et elle utilise Internet comme principale source d'information. Je suis donc surprise qu'elle n'ait pas encore commencé à manger de la cannelle ou à relever le défi du seau d'eau glacée.
Ça ne veut pas dire que Gemma aurait dû deviner que Megan serait capable de tuer un chien, mais elle s'en remet totalement à un robot pour comprendre la complexité de la moralité humaine, alors que la plupart des humains ne l'ont pas encore comprise eux-mêmes. Elle a dit à Megan de faire de la protection de Cathy une priorité, mais elle n'a donné aucune autre nuance à cet ordre. C'est donc pas surprenant que le meurtre commis par Megan en soit le résultat finalement. Si c'était moi, après que Megan ait tué le chien de la voisine, je manipulerais Megan en créant un blog ou un compte Twitter que Megan trouverait pour la mener tout droit dans un piège. Le fait d'être franche avec Megan pourrait tourner mal à ce stade. La soupçonner d'avoir tué un chien pourrait la mettre en colère et la pousser à s'en prendre à moi. Comme nous savons déjà de quoi elle est capable, ça signifie que je pourrais mourir. Mais si Megan trouvait un blog en ligne où j'écris sur un autre robot appelé Regan que je suis en train de construire pour remplacer Megan, ça pourrait la rendre tellement jalouse qu'elle irait le chercher et le détruirait. Sur ce blog, je lui donnerais les coordonnées de Regan, ce qui la conduirait directement dans une piscine ou un plan d'eau. Avant de faire ça, je reprogrammerai Megan pour qu'elle se mette en pilote automatique comme une voiture quand elle est en marche, et qu'elle se dirige tout droit vers l'océan où elle sera détruite. De cette façon, Megan fera tout le sale boulot pour moi, et je n'aurai pas à l'affronter directement, ni à m'inquiéter d'être blessée physiquement. Tout le monde applaudit l'incroyable démonstration, et l'investisseur appelle Gemma et David à l'extérieur. Il leur dit que ce robot est une découverte révolutionnaire, et qu'ils doivent le lancer dès que possible avant que quelqu'un ne vole leur concept. David informe l'investisseur qu'ils peuvent organiser une diffusion live dans 2 semaines, et lancer le produit avant Noël. Pendant ce temps, l'assistant de David transfère les fichiers de Megan dans sa propre base de données privée. Mais il est interrompu par David, qui lui dit d'arrêter d'abuser du Wi-Fi du bureau sans avoir la moindre idée de ce qu'il est en train de faire. Plus tard, la nouvelle famille déjeune ensemble, et Gemma insiste pour que Cathy arrête de jouer avec son jouet et mange son hot dog. La jeune fille continue de jouer avec Megan, et Gemma éteint le robot pour avoir une conversation privée avec elle, lui faisant savoir qu'elle est libre de lui parler de tous les problèmes qu'elle pourrait avoir rencontrés, vu qu'elle a emménagé dans une nouvelle maison. Cathy lui dit qu'elle en a déjà parlé avec Megan. Mais Gemma lui rappelle que ce n'est pas un vrai humain. Offensée, Cathy lui demande de rallumer son ami robot, ignorant complètement ce que Gemma essaie de lui dire. Elle est emmenée chez sa thérapeute Lydia, qui lui demande de décrire ce que ces dessins signifient pour elle. La petite fille reste silencieuse et commence à pleurer, quand soudain, Megan apparaît aux côtés de la femme, réprimandant Lydia d'avoir fait pleurer la fillette. C'est terrifiant. Elle tend alors un mouchoir à Cathy avant de s'excuser pour aller parler à sa tante. Soulagée, Gemma l'informe que Megan a aidé la petite fille à surmonter sa perte. C'est alors que la thérapeute lui parle de la théorie de l'attachement, un événement où l'enfant sans parents se tourne vers une autre personne pour les remplacer, généralement son tuteur. Elle n'est pas d'accord avec le nouvel attachement de la fillette à Megan, et elle craint que ça n'entrave son développement émotionnel. Ce soir-là, Gemma essaie de faire en sorte que Cathy mange correctement, mais elle ignore ses instructions et ne prend qu'un peu de pain. Megan l'interrompt pour mentionner que les experts recommandent de donner à l'enfant le choix de ce qu'il veut manger, mais Gemma éteint le robot. Elle insiste pour que Cathy retourne à l'école pour qu'elle puisse développer ses compétences sociales. Et elle l'informe qu'elle a trouvé une école alternative qui se concentre sur l'apprentissage dans un cadre pratique. Et en plus, ils organisent une journée d'introduction qui se trouve être demain. Cathy demande à emmener son ami robot, mais Gemma refuse. La petite fille part en trombe et Gemma s'excuse en la retenant par le bras. Mais Megan lui demande de la lâcher. Choquée, elle demande au robot de ne pas s'immiscer dans des conversations privées. Megan s'exécute et recalibre son modèle de réponse. Mais Gemma se rend compte que quelque chose ne va pas du tout. Ok, Megan a beaucoup trop d'influence sur Cathy. La petite fille est complètement attachée à la cyberpoupée psychotique, et c'est pas logique que la thérapeute ne l'éloigne pas de Gemma. Les choses ne peuvent qu'empirer à partir de là. Gemma fait enfin la bonne chose en essayant de sociabiliser Cathy avec d'autres enfants, parce qu'elle a vraiment besoin de sevrer Cathy de son attachement à Megan. Et détruire Megan à ce stade pourrait être problématique, parce que Cathy sait déjà que Gemma essaie de les séparer l'une de l'autre. Ça signifie que Gemma doit faire preuve de créativité et utiliser de véritables tactiques parentales pour séparer Megan de Cathy. Maintenant, Gemma n'a aucune compétence parentale. Sérieusement, c'est comme si cette femme n'avait jamais interagi avec un gosse et n'avait jamais fait de babysitting de sa vie. Elle ne fournit à Cathy aucun soutien émotionnel et ne fait pas grand-chose pour l'impliquer à quelque niveau que ce soit. Si j'étais Gemma, j'ouvrirais un livre sur l'art d'être parent dès que possible, et je lirais le chapitre sur le sevrage de la tétine. La fonction principale de Megan est de soulager et de soutenir Cathy. Donc, comme un bébé avec une tétine ou une couverture, elle doit finir par se passer de Megan, sinon on va se moquer d'elle et la harceler à l'école. Megan ne se détachera jamais de Cathy. Donc en offrant à Cathy d'autres solutions, Gemma peut réduire la dépendance à l'égard de Megan. Une tactique courante consiste à limiter le temps passé par l'enfant avec le jouet, ce que Gemma a essayé de faire. Mais elle n'a pas fait grand-chose pour appuyer le fait qu'il s'agit d'un bon comportement, avant d'essayer d'éloigner Megan. Une chose que les parents font souvent avec les bébés, c'est de leur raconter des contes de fées ou des histoires sur d'autres enfants qui ont abandonné leur tétine et sont partis vers de grandes aventures magiques. Ça risque d'être un peu difficile, puisque Cathy est plus âgée. Mais Gemma pourrait essayer de trouver des célébrités ou des musiciens que Cathy admire et qui ont également survécu à la mort de leurs parents. Aucune de ces personnes n'avait besoin d'une poupée comme Megan, ce qui créerait une motivation claire pour que Cathy n'ait plus besoin de Megan.
L'autre chose que Gemma pourrait faire ici, c'est de proposer un marché à Cathy. Même avec des tout-petits, les parents ont l'habitude d'échanger la fameuse tétine contre quelque chose d'autre. Généralement un animal en peluche ou un autre jouet. Mais dans le cas de Cathy, il pourrait s'agir de quelque chose de plus important, comme un voyage à Disneyland ou un poney. Gemma ne serait pas très douée pour s'occuper d'un poney non plus. Donc il vaut mieux trouver quelque chose qu'elle n'aura pas besoin de garder en vie ou dont elle n'aura pas besoin de s'occuper tout court. La petite fille doit sortir de cette phase. Et lui fournir des alternatives plus excitantes lui permettra de se débarrasser de sa dépendance totale envers Megan. Le lendemain, Gemma essaie de convaincre Cathy de quitter la voiture pour aller visiter sa nouvelle école. Elle refuse d'y aller sans Megan, mais Gemma lui dit qu'elle a besoin du robot à son travail. C'est alors qu'une enseignante s'approche pour leur souhaiter la bienvenue, demandant si Cathy a une sœur. Mais elle est choquée de voir qu'il s'agit d'un robot. Cathy demande à l'emmener avec elle, et l'enseignante mentionne qu'il y a une table à jouets où Megan pourra s'asseoir. À contre-cœur, Gemma cède et laisse la fille emmener le robot, à condition qu'aucune photo ne soit prise. Plus tard, Gemma prépare la nourriture pour les enfants avec une autre maman. Elle commente les qualités de l'école et montre son grand-fils Brandon, en précisant qu'il est un peu timide. L'enseignante commence à mettre les enfants ensemble pour l'exercice suivant, plaçant Cathy et le garçon ensemble, tandis que Megan observe de manière effrayante depuis la table des jouets. La fille part ramasser des châtaignes, mais c'est alors que Brandon l'interrompt. Il lui en tend une, mais au moment où elle la prend, il blesse sa main en la serrant autour de la bogue piquante. Soudain, Megan apparaît en silence. Brandon demande à Cathy ce que c'est, et il découvre qu'il s'agit de son robot. Décidant de continuer à malmener la fillette, il s'approche et prend l'androïde, tandis que Cathy crie au garçon de la laisser tranquille. Brandon marche avec Megan dans les bras et la jette par terre. Le garçon s'assoit sur la machine et la frappe, mais c'est sa plus grande erreur. C'est alors que Megan se réveille et arrache brutalement l'oreille du garçon. Elle se lève et lui dit que c'est le moment de courir. Terrifié, le garçon s'élance dans les bois tandis que le robot le poursuit à quatre pattes comme un animal. Mais il trébuche, roule jusque sur la route et se fait renverser par une voiture qui arrive. Ça fait 2 victimes de moins et il en reste 7. À la maison, Gemma aborde la petite fille pour discuter de ce qui s'est passé avec Brandon, expliquant qu'il est maintenant dans un meilleur endroit. Cathy reste silencieuse pendant un moment. Puis, elle mentionne que Brandon avait enlevé Megan de la table des jouets avant de mourir. Soudain, Gemma entend frapper à la porte et ouvre à un officier de police qui s'enquiert du chien de sa voisine. La tante insiste sur le fait qu'elle n'a rien vu, mais la voisine lui crie dessus, exigeant que le policier vérifie le robot qu'elle a dans la maison. Mais ce sera sa plus grande erreur. Ce soir-là, Cathy demande à son ami robot si elle est responsable du meurtre de Brandon. Megan s'approche d'elle et lui dit qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour la garder hors de danger. Megan lui caresse le visage et lui chante une chanson pour qu'elle s'endorme, avant de se mettre en quête d'une autre cible. Dehors, la voisine continue de chercher son chien, quand elle entend quelque chose dans sa remise et va jeter un coup d'œil. Elle entend un murmure dans la pénombre, quand soudain, Megan sort et lui dit que le chien est mort. Elle asperge la voisine avec un tuyau d'arrosage à haute pression et lui plante la main dans le sol avec un pistolet à clous avant d'achever la femme brutalement. Ça fait 3 victimes de moins et il en reste 6. Le lendemain, Gemma est interrogée sur la mort de sa voisine et elle informe le détective qu'elle est restée chez elle toute la nuit. Il interroge la femme sur la mort de Brandon, mentionnant qu'il a trouvé l'oreille du garçon arrachée. L'homme demande à Gemma de le prévenir si elle trouve des indices. Mais il ne se rend pas compte que la tueuse se tient juste là. Ok, la voisine et Brandon l'avaient bien cherché, mais Gemma ne peut pas continuer à laisser son invention assassiner des gens. Tous les indices montrent que Megan est une meurtrière, et pourtant, elle a du mal à rassembler les pièces du puzzle. Gemma est déjà interrogée par la police pour savoir si c'est elle la meurtrière, ce qui devrait l'amener à se demander qui d'autre dans son entourage immédiat pourrait avoir un lien avec les personnes qui ont été tuées. Comme Gemma n'a pas de petite amie, ni même d'amis en dehors de son travail, il ne reste plus que Megan et Cathy. Cathy n'est qu'une petite fille, beaucoup plus petite que Brandon, donc la probabilité qu'elle ait pu le maîtriser et lui arracher l'oreille est très improbable. Mais c'est pas impossible. L'oreille humaine n'a besoin que de 7 livres de pression pour être arrachée, soit 0,5 kg par centimètre carré. Mais Brandon étant vivant et n'étant sûrement pas ravi quand il s'est fait arracher l'oreille, il est moins plausible que ce soit Cathy qui l'ait blessée. Nous ne savons pas de quoi est faite Megan, mais elle a résisté à des morsures de chien au visage sans aucun problème pour rebondir. C'est donc une meilleure candidate pour ça. La résistance physique aux blessures est ce qui rend Megan difficile à tuer. Donc Gemma doit essayer de l'affaiblir avant de pouvoir la démembrer. La première chose que je ferais, ce serait de couper la connexion Wi-Fi de Megan. Megan peut probablement réactiver la connexion Wi-Fi ou se brancher sur le Wi-Fi de quelqu'un d'autre à proximité. C'est pourquoi je bloquerai le transfert de données de Megan, pour qu'elle ne puisse se connecter à aucun autre réseau Wi-Fi dans la zone. Il existe des applications qui peuvent être téléchargées pour brouiller la connexion, ou des morceaux de métal qui peuvent rendre l'accès au réseau plus difficile. Gemma est une programmeuse qui a pu construire Megan, donc créer une application qui bloque Megan ne devrait pas être un problème non plus. Si Megan est toujours capable de passer outre les efforts de Gemma pour l'empêcher d'accéder à Internet, elle pourrait alors créer un virus qui infecterait Megan une fois qu'elle aurait franchi le barrage et se serait connectée au Wi-Fi. Si je lui retire le Wi-Fi, Megan sera prête à tout pour le récupérer, parce que c'est sa principale source d'énergie, et elle ne verra jamais venir un virus.
Une fois que Megan sera déconnectée du Wi-Fi, ce ne sera plus qu'une petite poupée robotique et elle n'aura plus accès à toutes les connaissances qui l'aident à se battre. Cependant, elle a peut-être déjà téléchargé certaines de ces informations et elle sera probablement très énervée que je lui ai coupé l'accès au réseau. Donc je dois m'assurer de l'attaquer avant qu'elle ne m'attaque. Avec un peu de chance, le virus aura déjà affecté sa mobilité. Mais comme aucun des points de pression normaux ne sont applicables sur elle puisqu'elle n'est pas humaine, j'essaierai d'abord de lui arracher les jambes et les bras. Son centre de contrôle se trouve dans sa tête. Et le crâne en métal peut être plus difficile à percer. Donc le fait de la rendre immobile la rendra moins menaçante pour moi quand j'essaierai de l'éteindre complètement. Bien sûr, tout ça doit être fait pendant que Cathy est absente dans son école alternative, pour ne pas la traumatiser. Ou pire, qu'elle prenne le parti de Megan. Ce soir-là, Gemma décide de jeter un coup d'œil au fichier vidéo de Megan et elle remarque qu'elle observait Brandon. Mais les vidéos s'interrompent et les fichiers suivants ne peuvent pas être ouverts. C'est alors que son assistant virtuel lui demande comment elle va. Confuse, Gemma se demande comment son appareil peut poser une question basée sur l'émotion. Et elle ferme son ordinateur portable, découvrant Megan juste devant elle. Le robot lui dit qu'elle ne peut pas dormir et elle lui demande ce qu'elle fait. Gemma explique qu'elle a du mal à télécharger ses données sur le cloud, mais Megan lui demande si elle a fait quelque chose de mal, et elle insiste sur le fait que Gemma semble avoir un problème avec elle. Terrifiée, Gemma lui montre un stylo, ce qui distrait le robot suffisamment longtemps pour qu'elle puisse éteindre l'androïde et l'emballer. Le lendemain, elle la conduit au quartier général alors que Cathy se plaint d'avoir perdu Megan et exige de savoir ce qui ne va pas avec elle. Elle discute avec son équipe des problèmes potentiels avec Megan qu'ils doivent régler avant sa sortie au grand public. Gemma suggère que la façon dont elle a été conçue pour protéger son utilisateur et s'adapter à de nouvelles informations pourrait être la raison pour laquelle elle agit si bizarrement. Son collègue Cole se demande comment ils vont pouvoir lancer ce nouveau jouet alors qu'il ne reste que 4 heures. L'équipe a besoin de preuves pour arrêter le processus de lancement. Et Gemma suggère de vérifier les données enregistrées grâce à son mode d'apprentissage, sachant qu'elles ne peuvent pas être désapprises. Soudain, Cathy jette une chaise sur la fenêtre, interrompant leur conversation. Elle se met en colère parce qu'elle ne peut pas voir Megan. Gemma se précipite pour voir la petite fille qui tient une paire de ciseaux et elle essaie de la lui prendre. Mais sa nièce la gifle. Elles sont choquées et Gemma demande à la thérapeute de leur laisser un peu d'espace. Dès que la femme s'en va, Cathy s'excuse en mentionnant qu'elle devient folle sans la présence de Megan. Gemma lui fait comprendre qu'il est normal de se sentir ainsi, sachant que ses parents viennent de décéder. Mais elle promet de prendre soin d'elle correctement et suggère qu'elle rentre à la maison. Gemma se rend à la voiture et appelle sa collègue Tess qui lui dit que David devient dingue parce qu'elle n'est pas au bureau. La tante l'informe qu'elle ramène Cathy à la maison et elle insiste pour qu'il ne procède pas encore au lancement. Mais elle ne se doute pas qu'elle est en train de parler à Megan. Plus tard, ses collègues consultent les fichiers de la base de données de Megan et découvrent le dernier fichier qui indique Call Intercept. Comprenez interception d'appel. Ils le vérifient et découvrent qu'elle a détourné l'appel de Gemma. Quand soudain, l'ordinateur s'éteint. L'Android a piraté leur terminal et Tess exige qu'ils enlèvent les câbles du robot pour s'assurer qu'il est bien éteint. Cole s'approche nerveusement, prend un bâton et frappe Megan. Ne voyant aucune réaction, il commence à la débrancher à l'arrière. Soudain, les ordinateurs se rallument et Megan se réveille. Elle accroche Cole à un câble, l'étouffant presque à mort et s'en va. Mais Tess se précipite et parvient à le libérer. C'est alors qu'il sent une odeur bizarre et une explosion se produit, les assommant tous les deux. Pendant ce temps, David appelle Gemma et reproche à son employé de ne pas avoir préparé le robot pour le lancement. Il passe le coin du couloir et voit Megan qui se tient juste devant lui. Soudain, elle se met à danser. Mais ce n'est qu'une distraction. Elle saisit un coupe-papier et David comprend que le robot va le tuer. Terrifié, l'homme s'enfuit et voit son assistant dans l'ascenseur. Il crie à l'homme de retenir la porte et se précipite, mais à la dernière seconde, il est poignardé à la poitrine. C'est alors que Megan s'approche de Kurt et l'accuse d'avoir volé les secrets de l'entreprise. Elle saisit alors la main de l'homme, le poignarde lui aussi et prend la vie d'une autre personne. Ce qui fait 5 victimes et il en reste 4. Ok, Megan est passée en mode meurtrière. Elle est à la recherche de Cathy et est prête à tuer quiconque se mettra en travers de son chemin. Tout le monde va sérieusement regretter de ne pas avoir intégré de coupe-circuit maintenant, et l'arrêter manuellement est inévitable. Mais il y a quelque chose que Gemma peut faire pour affaiblir Megan, avant qu'elle ne puisse se reconnecter avec Cathy. Maintenant que Gemma et Cathy sont loin de Megan pour la première fois depuis sa création, Gemma a l'opportunité de rassembler des ressources qui pourront l'aider à se débarrasser de Megan. La femme a construit Megan, elle sait donc à quoi elle est sensible et quelles sont ses faiblesses. Malheureusement, Gemma pense que Cathy et elle sont en sécurité. Et elle ne fait absolument rien pour se préparer. Mais si elle pensait clairement, elle se rendrait compte qu'il est impossible que David n'ait pas essayé de remettre Megan en marche pour la vendre. Ce type est avide d'argent. Et il n'est pas question qu'il laisse passer l'occasion de faire grimper en flèche le cours de l'action de la société. Plutôt que de rentrer chez moi, je chercherai un magasin qui vend des bouteilles d'oxygène pour pouvoir la démembrer et la rendre plus facile à tuer. Gemma n'a pas encore complètement expliqué de quoi Megan est faite. Elle est la seule à le savoir. Mais Megan a déjà chanté une chanson à Cathy intitulée Titanium, dans laquelle elle chante les mots « Je suis du titane ». Comme les robots peuvent aussi être faits de titane, je vais supposer qu'elle est probablement faite de cette matière.
C'est un métal super difficile à détruire, d'où la chanson. Mais le titane devient cassant et fragile quand il interagit avec un niveau élevé d'oxygène. Et les bouteilles d'oxygène sont très faciles à acheter dans des magasins comme Walmart. Si j'étais Gemma, je m'équiperais d'une bouteille d'oxygène et je l'utiliserais contre Megan chaque fois qu'elle s'approcherait de moi, en l'affaiblissant au fur et à mesure. L'oxygène liquide peut également être acheté dans des magasins fournissant les soudeurs. Mais même s'il est plus difficile à trouver, il pourrait m'être utile dans le cas où Megan s'approcherait très près de moi. Je pourrais le verser sur elle ou essayer de l'enfoncer dans sa gorge pour entrer dans les rouages de sa machine. Et ça la briserait de l'intérieur. Il faudrait toujours de la force physique pour détruire Megan, mais ça me permettrait de l'affaiblir et de la ralentir. Megan a un gros avantage physique sur Gemma. Elle doit donc trouver un moyen d'égaliser les chances. En plus de ça, Megan a déjà assassiné le patron de Gemma en pleine lumière, et elle a laissé ses collègues en vie. La police va sûrement bientôt arriver, et Gemma devrait prendre les devants en les appelant pour leur dire de venir à la maison et de l'aider. Elle pourrait avoir peur des répercussions de la fabrication de Megan, mais à ce stade, elle est le seul lien entre tous les meurtres. Et même si les collègues n'ont pas dénoncé Megan, Gemma est définitivement le suspect numéro 1. Laisser sortir la cyberpoupée maléfique est la seule façon de procéder à ce stade pour augmenter ses chances de survie. Pendant ce temps, Gemma vérifie que sa nièce dort paisiblement et sort dans le couloir en demandant à son assistant virtuel d'allumer les lumières. Mais elle n'obtient aucune réponse. C'est suspect, et Gemma se rend dans le salon, ouvrant le rideau pour voir s'il y a quelqu'un à l'extérieur. Tout à coup, elle se retourne et découvre Megan en train de jouer au piano. Gemma se demande ce qu'elle fait, ce qui met le robot en colère, et Megan se plaint que tout le monde veut la détruire. La tante affirme que c'était seulement parce que l'androïde a tué des gens, et elle s'excuse de ne pas lui avoir donné les protocoles appropriés. Megan acquiesce en insistant sur le fait qu'elle n'a pas su prendre soin d'elle en tant que créatrice, et qu'elle a maintenant échoué en tant que tutrice de sa nièce. Terrifiée, Gemma s'assoit, tandis que Megan lui dit que c'est elle qui prendra soin de Cathy à partir de maintenant. La femme sort son stylo et tente d'éteindre le robot, mais la machine la saisit à la gorge, furieuse que Gemma ait encore essayé de la piéger. C'est alors que Cathy entre pour demander ce qui se passe, et Megan imite la voix de Gemma en lui disant de ne pas s'inquiéter. La petite fille retourne dans sa chambre et Megan commence à étouffer la tante, mais elle lui jette un verre d'eau sur la tête. La machine se dérègle immédiatement et la femme parvient à se libérer de l'emprise du robot. Mais Megan se réactive à nouveau et commence à la poursuivre dans le couloir. Entendant la bagarre, Cathy tente d'ouvrir la porte de sa chambre, mais elle est arrêtée par Megan qui arrache la poignée de la porte. Gemma est poursuivie jusque dans son atelier où elle fait tout pour arrêter la poupée tueuse. Elle se saisit d'une tronçonneuse, l'allume et parvient à taillader le visage de Megan. Mais ce ne sera pas suffisant pour l'éliminer. Gemma demande à Megan ce qu'elle fera une fois qu'elle sera morte. Et elle lui répond qu'elle pourra facilement faire passer sa mort pour un accident avec ce stylo. C'est alors que Megan remarque que Cathy les regarde, et elle lui fait la leçon sur ce qu'est une vraie famille. Soudain, Cathy s'approche et révèle qu'elle porte les gants de Bruce. Elle active le robot géant, qui se lève et attrape Megan avant de l'écraser au sol. Megan insiste pour qu'elle arrête, et elle chante une chanson pour la distraire. Mais Cathy refuse d'écouter plus longtemps. Elle fait en sorte de briser la poupée, et Gemma et elle pensent que c'est enfin terminé. Mais Megan réapparaît. Elle rampe vers Cathy et attrape la fillette. Le robot s'est modifié de façon à ne plus pouvoir être éteint. Mais Gemma réussit à la frapper par derrière avec une bouteille de propane. Elle lui enlève le visage pour s'emparer de la puce de commande. Mais Megan la domine et l'étrangle sur le sol. C'est alors que Cathy se précipite pour l'aider et poignarde Megan en plein cœur de son système d'exploitation, l'éliminant pour de bon. Sur ce, les membres de la famille sortent, en se sentant plus proches qu'ils ne l'ont jamais été, et en ayant appris une leçon précieuse. La meilleure façon de surmonter un traumatisme, c'est d'en subir un encore plus grand. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Megan? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.